La conduite autonome est déjà omniprésente aujourd'hui sur nos voitures. En Californie, il y a même déjà des services de taxi autonomes qui transportent des personnes sans aucun conducteur. Ça fait très futuriste, je sais, mais c'est pourtant la réalité. Et pour comprendre les rouages de cette technologie ultra complexe, on a invité un expert Valeo spécialisé dans la conduite autonome. Avec Antoine Lafay, qui est expert conduite autonome Valeo. Alors, j'avais l'intitulé exact de ton poste, Antoine. Tu veux nous le dire ou pas, quand même, juste parce que sur LinkedIn, c'est quand même assez... Ouais. Non, en deux mots, je suis en charge de la recherche et développement sur le logiciel de véhicules automatisés pour Valeo. C'est un gros morceau. Dit comme ça, ça a l'air ok, mais en fait, c'est quand même un gros morceau. Ça fait combien de temps que tu es chez Valeo ? Ça va faire bientôt 10 ans chez Valeo. J'ai démarré sur plein de projets différents, plutôt sur les ADAS. Ouais. Avant de basculer sur la partie véhicule autonome. Ok. Les ADAS, les aides à la conduite. Les aides à la conduite, parce que n'oublions pas que des néophytes peuvent nous regarder. Donc oui, ne pas hésiter à vulgariser les propos. Antoine, première question très simple. Alors, c'est quoi la conduite autonome ? Et déjà, est-ce qu'il existe plusieurs niveaux de conduite autonome ? Alors, effectivement, la conduite autonome, il y a plusieurs niveaux qui vont du niveau 0 jusqu'au niveau 5. Le niveau 0, il n'y a aucune automatisation. Et niveau 5, la voiture est capable de se débrouiller partout, tout le temps, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour, de nuit. Donc voilà, ça c'est le niveau 5. Et il y a une rupture majeure entre le niveau 2 et le niveau 3. Avant le niveau 2, ce sont des aides à la conduite. Donc ce sont des systèmes qui sont là pour aider le conducteur qui conduit. Donc ça peut être assez poussé. Par exemple, aujourd'hui, même ce qu'il y a sur une Tesla, c'est du niveau 2. Le conducteur reste responsable. Mais ça va faire d'abord le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie, la conduite semi-autonome. Et à partir du niveau 3, il y a une bascule. La responsabilité est transférée du conducteur vers le système, vers la voiture. En fait, le conducteur est capable, à partir du niveau 3, de faire autre chose. Regarder son smartphone, regarder Frandroid les survolter. Très bon ça. Donc en fait, on peut faire d'autres choses et c'est légal. Donc c'est ça la grande différence, la grande rupture. Et est-ce que en termes d'accident, du coup, le niveau 3, c'est le constructeur qui est responsable et c'est plus le conducteur ? Ou est-ce que c'est pas si simple que ça ? À partir du niveau 3, la responsabilité incombe au constructeur. D'accord, ok. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis les Tesla sont de niveau 2, parce que je trouve qu'on met beaucoup de Tesla sur un piédestal au niveau de la conduite autonome, parce qu'ils avaient peut-être une certaine avance à l'époque, alors qu'en fait pas du tout. Et t'es limité à un niveau 2 qui est pas non plus exceptionnel, qui est assez courant finalement dans le milieu des voitures électriques. Est-ce qu'on a des voitures électriques aujourd'hui qui sont au niveau 3 et qui roulent en Europe au niveau 3 ? Aujourd'hui, alors il y a des voitures électriques et thermiques, mais le QS de Mercedes est niveau 3. En fait, aujourd'hui, vous avez quelques constructeurs qui ont réussi à faire du niveau 3. Vous avez Mercedes, vous avez BMW, vous avez Honda au Japon, qui ont été homologués en Europe, aux États-Unis et pour Honda juste au Japon. Et donc, ce sont des véhicules haut de gamme, très haut de gamme, mais qui, eux, sont pleinement homologués pour du niveau 3. Tu veux préciser Tesla ? Vas-y, je te laisse. Non, okay, mais juste quand tu dis il y a des véhicules qui sont niveau 3, pour le moment, si je ne m'abuse, ils le sont, mais dans des circonstances très particulières. Ouais, alors effectivement, puisque le niveau 3, c'est extrêmement défini. Donc il y a une réglementation qui définit dans quel cas peuvent être utilisés ces véhicules. Donc le niveau 3 aujourd'hui, il est limité à de l'autoroute. Alors au début c'était jusqu'à 60 km/h en embouteillage, maintenant c'est jusqu'à 130 km/h quelles que soient les conditions. Mercedes et BMW ont démarré par le 60 km/h en embouteillage. Mercedes a annoncé avec la même conf hardware, donc avec le lidar Valeo, on y reviendra, mais la même conf hardware, ils ont étendu leur système jusqu'à 95 km/h, sans forcément des conditions d'embouteillage, mais avec au moins un véhicule ouvreur. Donc vous suivez un véhicule, mais en autonome. Et là, tout le monde travaille sur la prochaine génération, qui est le 130 km/h, qui est déjà possible légalement, mais pour l'instant, personne l'a encore homologué jusqu'à 130 km/h. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en effet, Tesla avec le FSD, ils sont pas niveau 3 légalement, mais clairement, vous me dites si je me trompe, mais techniquement, ils seraient dans la capacité de faire un niveau 3, en fait, de conduire sans les mains sur l'autoroute à 90 quand il neige, quand il y a du soleil, ou même à 130, ils le font déjà. Et en fait, c'est plus une volonté de peut-être pas se risquer, d'être responsable en cas d'accident ou pas ? C'est
Aujourd'hui, pour avoir un niveau 3 homologué, il y a tout un tas de choses à démontrer. Et aujourd'hui, Tesla n'a jamais été dans le processus d'homologation pour aller jusqu'au niveau 3. Et notamment, un élément extrêmement important sur le niveau 3, à partir du niveau 3, 4, 5, un jour, c'est la robustesse. On doit atteindre des niveaux de sûreté de fonctionnement quasiment équivalents à l'aéronautique. Donc, c'est des taux, en termes de taux d'accident, 100 à 1000 fois plus élevés que le conducteur moyen dans l'OCDE. Et vraiment, c'est ce type de choses qu'on doit viser. Et aujourd'hui, avec le seul moyen d'arriver à ce type de robustesse, c'est d'introduire une grande diversité de capteurs. Et aujourd'hui, ceux qui y arrivent, les Mercedes, les BMW, les Honda, tous les autres qui arrivent très vite, ont des caméras, des radars et des lidars. Et aujourd'hui, le lidar est considéré comme indispensable pour faire du niveau 3 ou du niveau 4. Donc on considère que dans la meilleure combinaison de capteurs qu'on peut avoir pour faire du niveau 3 et du niveau 4, c'est du lidar et pas des caméras. C'est quoi finalement la différence entre les deux, lidar et caméra? Alors, c'est pas du lidar plutôt que des caméras. C'est du lidar, des caméras et des radars. C'est trois. En fait, ce qu'on vise, c'est trois modalités différentes parce que finalement, vous conduisez. On a besoin de différentes modalités, que ce soit la caméra visible qui elle reconnaît bien les panneaux, les formes, ce qu'on appelle bien comprend son environnement, vraiment la sémantique de l'environnement. Les radars qui eux sont très bons pour détecter les objets métalliques, les différences de vitesse avec les effets Doppler, c'est extrêmement puissant. Et les lidars qui eux donnent des distances extrêmement précises, une estimation extrêmement précise de la distance. Okay. Est-ce que dans tout ça quand même il y a l'IA qui intervient, ou alors c'est encore une brique complémentaire, ou c'est une brique qui vient s'imbriquer dans cette bâtisse, si je puis dire? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chacun des capteurs donne des données brutes, et après vous avez toute une part d'IA plus ou moins avancée et qui vient interpréter ces données et les processer dans des supercalculateurs embarqués et qui viennent à recréer un modèle de l'environnement et après prendre les bonnes décisions. Non, question toute simple. Selon vous, sans lidar, pas de conduite de niveau 3 ou... Aujourd'hui, sans lidar, pas de conduite de niveau 3. D'accord, ok. Ouais, aucun acteur en dehors de Tesla, aujourd'hui, ne dit qu'il va faire de la conduite autonome sans lidar. Xpeng, qui reviennent sur le lidar. Ils ont enlevé les lidars de leur voiture. Mais aujourd'hui, Xpeng, ils sont encore niveau 2. Ouais. Et aujourd'hui, quasiment toutes les voitures niveau 2++ en Chine sont avec des lidars. Vous prenez BYD avec leur God's Eye, qui a été annoncé il y a un mois, avec leurs 3 niveaux. Alors, le niveau entrée de gamme n'a pas de lidar, mais par contre le deuxième moyen de gamme et haut de gamme, le moyen de gamme il a 1 lidar, le haut de gamme il a 3 lidars, et il parle à peine de lidar de niveau 3, de prédisposition niveau 3 pour le haut de gamme seulement. Et donc en fait le niveau 2 en Chine, la majorité des constructeurs utilisent déjà le lidar dès le niveau 2. En fait parce que le lidar a quand même des avantages énormes par rapport à la caméra. On nous dit Tulip Coquine qui nous dit donc les niveaux 3 c'est à quelle gamme de prix? On peut pas vraiment relier un niveau de conduite autonome à un prix, parce qu'on peut dire que dans 15 ans tout le monde sera de conduite autonome de niveau 3 à tous les prix, non? Bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le niveau 3, ça a été introduit sur le haut de gamme. Quand on parle d'une BMW série 7 ou d'une EQS ou d'une i7, ce sont des voitures haut de gamme. Et après, le rôle des équipementiers comme Valeo, c'est de mettre sur le marché des technologies, de travailler sur rendre ces technologies le plus abordables. Je vais te donner un exemple. Les premiers capteurs ultrasons ont été produits par Valeo sur la BMW série 7 en 1991. C'était la révolution. Les capteurs ultrasons, c'est le bip bip quand on recule. Le bip bip de recul. C'était série 7 1991. Maintenant, 15 ans plus tard, c'est devenu une option sur du moyen de gamme, du segment B, C. Et maintenant, c'est même 2 séries sur la moindre Clio ou Twingo. Vous avez 4 capteurs ultrasons à l'arrière. Et donc, en 20-30 ans, on arrive à avoir cette démocratisation grâce à des équipementiers comme Valeo qui produisent la technologie à très grande échelle pour permettre l'amélioration de la sécurité et du confort pour tout le monde au plus grand nombre. C'est intéressant, tu parles des capteurs ultrasons parce que on en a parlé juste avant, mais par exemple Tesla, est-ce que c'est pas l'exemple de la boîte qui a réussi à dire nous on enlève les capteurs ultrasons et ça fonctionne quand même puisque les voitures continuent à se vendre? Bien sûr, je crois que c'est toi qui disais tout à l'heure sur la Tesla, finalement ça
fait à peu près le job, les voitures continuent à se vendre. Mais on est dans la peuple. S'ils devaient s'engager et dire oh bah ok, Tesla porte la responsabilité que l'information affichée sans capteur ultrason est la bonne, là je suis sûr qu'ils ne voudront pas. Voilà. De la même manière qu'ils laissent leur FSD au niveau 2. Exactement. Ouais. Et de la même manière, là, ils ont rajouté sur le dernier facelift de la Model Y une caméra supplémentaire grand angle dans la calandre pour compenser justement cette zone aveugle qui était usuellement couverte par les capteurs ultra. Comment une voiture autonome, selon son niveau, gère l'imprévisibilité humaine, piétons, cyclistes, comment ça se gère et comment on réagit face à ça? C'est un des enjeux les plus complexes, et c'est pas pour rien que les premiers niveaux d'automatisation niveau 3 sont sur autoroute, où l'environnement est un peu plus prévisible que de la conduite urbaine. Comment est-ce qu'on y arrive? D'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des niveaux qui sont pas des véhicules particuliers, mais plutôt des robotaxis. Je pense à Waymo, à Baidu, à WeRide, qui sont des voitures qui roulent dans des environnements extrêmement complexes. Et elles ont des ensembles de capteurs extrêmement... Elles ont plusieurs lidars, beaucoup de caméras, beaucoup de radars. Enfin, on parle d'un ordre de grandeur de 4-5 en termes de capteurs par rapport à ce qu'une voiture privée possède. La même chose sur la capacité de calcul, elles ont des capacités extrêmement importantes. Et en fait, la première chose, c'est le challenge, l'enjeu sur la conduite autonome en environnement hautement imprévisible, c'est d'abord la perception, de bien qu'on voit tous les piétons, les cyclistes, les autres véhicules. Ensuite, c'est de prédire leur comportement. Comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on s'assure que le piéton va traverser, va pas traverser, et est attentif et pas attentif. Donc ça, on a des briques d'IA qui font de la prédiction, la prédiction de trajectoire de piéton, la prédiction d'attention. On prédit le futur un peu, quoi. On émet une sorte de probabilité de ce qui va se passer, et à partir de ces probabilités, on va prendre des bonnes décisions pour être le plus sûr possible dans toutes les circonstances. Et aujourd'hui, la conduite autonome, elle est limitée par quoi? Par les technologies, les puissances de calcul, ou plutôt par l'environnement routier qui est encore trop complexe pour les technologies d'aujourd'hui? Aujourd'hui, la technologie, elle est là. Elle est là. On voit Waymo. Waymo, ils font 250 000 trajets payants par semaine aux États-Unis. Sur la zone de San Francisco où ils opèrent, ils ont pris 20% de part de marché de tous les trajets de taxi par rapport à Uber et Lyft. Ils sont au même niveau en autonome. Donc là, la technologie est là. Maintenant, la question c'est à quel prix? Aujourd'hui, la technologie existe et pour des opérateurs comme Waymo ou des compagnies de taxi. Par contre, cette technologie-là sur la voiture de Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est-à-dire sur la prochaine i308 ou la nouvelle Mégane E-Tech, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est justement, nous on travaille à réduire ces coûts et à rendre la technologie plus abordable. Et ce qui est assez fou, c'est que on a testé Waymo à Los Angeles. Tu me coupes l'air sur le pied. J'allais te poser la question. Est-ce que parmi nous à table, il y en a qui ont testé les Waymo? Vas-y. On l'a testé quand on était au CES et on avait loué le Cybertruck qui avait la caméra à l'avant dans le pare-choc. On a testé le FSD qui marchait mieux qu'avec la Model Y qu'on avait testé juste avant, qui avait pas la caméra. Et bref, Arnaud le vidéaste, il appelle un Waymo et l'idée c'était que je suive et que j'essaie de filmer un peu. La Waymo, elle m'a semé total dans la circulation, mais c'était un truc. J'ai galéré à la rattraper, mais après, on voit sur internet, j'ai vu encore ce matin, il y en avait une, elle était à contresens, elle était en warning à l'arrêt total. Quand t'étais à 80 sur 50 au dérapage, tout ça. Mais ça marche bien, mais il y a encore deux, trois... Je crois que c'est l'approche de Waymo, ils ont aussi un mapping hyper précis des villes où ils opèrent. Ce qui est difficilement scalable. Tu vois, si tu lui dis tu sors de ton périmètre, c'est pas qu'elle est perdue parce que ça reste une voiture intelligente. Mais tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'on a deux approches différentes. On a les véhicules particuliers qui, eux, doivent être capables de rouler en gros sur une plaque continentale, d'offrir à peu près le même niveau de service sur une même plaque continentale, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie ou peut-être la Chine, le Japon, on va être séparés. Mais en gros, c'est ça que quelqu'un qui achète une voiture attend de sa propre fonctionnalité. Puis de l'autre côté, t'as des opérateurs de transport qui, eux, opèrent dans des zones précises sur des types de trajets et eux, ils se permettent ils peuvent mettre plus cher de technologie parce que finalement, c'est une forte valeur ajoutée et ils sont capables d'opérer des services. C'est-à-dire de dire, là, j'opère pas, là, je réduis ma flotte. Et l'exemple ultime, c'est le partenariat Waymo-Uber où en fait, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire la stratégie de dire, je commande un Uber qui peut être autonome ou pas et en fait, ça permet à Uber de complètement piloter l'offre, de dire dans ces conditions je vais mettre plus de Waymo, dans ces conditions je vais mettre moins de Waymo, et en fait en termes d'adoption du service c'est extrêmement Est-ce que ça vieillit les capteurs? Est-ce que les capteurs qu'on met aujourd'hui dans les
les caméras, les capteurs, les lidars qu'on met dans les voitures autonomes, ça peut vieillir avec le temps et moins bien fonctionner. Est-ce qu'il y a une espèce de date de péremption au niveau de ces technologies-là? Alors, les capteurs aujourd'hui sur les véhicules particuliers, ils sont faits pour durer en même temps que la durée de vie du véhicule. On a des spécifications qui donnent un certain nombre de durées d'heures de fonctionnement, des seuils de vibration, donc et tout ça c'est fait pour accompagner la durée de vie du véhicule. Donc oui, aujourd'hui les capteurs sont faits, les capteurs vieillir, mais nous en particulier Valeo, nous on a la qualité automobile et on reste toutes ces normes et toutes ces exigences de nos clients qui sont les constructeurs pour tenir la durée de vie du véhicule. On va parler un peu d'éthique, parce qu'il y a forcément toutes ces questions limites philosophiques autour de la conduite autonome, avec des petites mises en situation. On a déniché, non, c'est un site assez connu. Tu veux rappeler un peu, Vincent, peut-être assez connu, je sais pas, connu des gens qui sont dans le milieu, peut-être. C'est Moral Machine, pardon, qui est, alors peut-être vous connaissez mieux, non, qui est plusieurs universités qui l'ont créé, non? C'est un grand classique. Qui existe depuis longtemps? Parce que moi, je l'ai découvert, je crois, il y a 3 ans, mais... Non, c'est quelque chose qui existe. C'est des travaux qui déjà sont vieux. C'était déjà le dilemme du chauffeur de tramway. Ouais. Ça existe depuis... Ces questions se posaient même avant même les questions du véhicule complètement autonome. 100 ans, quoi, déjà, même à la limite. On a mis en... Ouais, j'ai mis 3 captures d'écran, pardon, et le principe est très simple, c'est, imaginez, vous êtes la voiture autonome, vous êtes le cerveau de la voiture autonome, qu'est-ce que vous faites pour chaque situation? Et vous allez voir, c'est des situations qui sont vraiment pas faciles et vraiment chaud, hein. Difficiles. Ça prend trip, voilà, c'est par exemple, vous arrivez sur un passage piéton, la voiture arrive trop vite, et ben voilà, là c'est ce qu'on a ici. Par exemple, vous arrivez trop vite, vous savez que vous pouvez pas vous arrêter avant le passage piéton. Est-ce que vous décidez, enfin la voiture, est-ce que la voiture va décider de se cracher dans le, je sais pas comment appeler ça, la barrière. La barrière, exactement. Ouais, voilà. Mais dans ce cas-là, le cerveau de la voiture sait qu'elle va tuer les 3 occupants de la voiture, c'est ce qu'on voit avec les petits logos. Ou est-ce qu'elle va se dire, bon bah non, je me prends pas la barrière, je vais sur le passage piéton, mais par contre je vais renverser les 3 personnes qui sont en train de traverser et je vais sûrement les tuer. Et là où ça va encore plus loin, et vous allez voir, c'est là où ça peut être choquant un petit peu, mais c'est vraiment des questions qu'on va se poser, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, il y a une femme cadre et un homme cadre qui périraient si jamais ils vont dans le décor, alors que sur le passage piéton, il y a 3 sans-abri qui traversent. Donc en gros, la question c'est, est-ce que 3 vies de sans-abri valent moins que 3 vies de gens qui sont dans la voiture? Est-ce qu'on va privilégier de sauver les gens qui sont dans la voiture parce qu'ils ont acheté la voiture, donc voilà, ou les gens qui sont sur le passage piéton? Bon, je sais pas trop comment faire parce que là c'est difficile. Tu réponds là, tu t'es mis dans la... moi je réponds, bah, je sais pas. C'est affreux. C'est des questions morales. Je pense que c'est un faux débat en fait. Pourquoi c'est un faux débat? C'est parce que c'est une façon d'anthropomorphiser le système, c'est-à-dire de faire comme si c'était un humain. Mais en fait, le système, il réfléchit pas du tout de cette façon-là. Le système, d'abord, il essaie d'anticiper au maximum toutes les situations. Donc, il va d'abord éviter de se mettre dans ces situations. C'est-à-dire que s'il se retrouve dans cette situation, il va voir que potentiellement, il y a une zone morte. Donc, il y a une zone aveugle. Donc, il va ralentir à l'approche de la barrière. La barrière, elle est pas tombée du ciel comme ça. Donc, il aura anticipé, s'il a tous les capteurs, notamment le lidar, il aura bien anticipé qu'il y a une barrière. Donc, il l'aura de toute façon ralenti. Et quand le véhicule, si le véhicule décide de déboîter, il le fera en prenant en compte que potentiellement il y a des gens qui vont en fait, donc c'est un débat qui est finalement très philosophique, mais qui est pas du tout comme ça. Mais se dire, par exemple, si les gens qui font les algorithmes, donc j'imagine peut-être vous le faites un peu chez Valeo ou ça se fait aussi chez les constructeurs, j'imagine ça va dépendre. Il y a bien des choses comme ça qui se posent la question, non? Imaginons si la voiture est vraiment trop vite et qu'elle est obligée d'éviter dans cette circonstance, qui va prendre cette décision en écrivant l'algorithme? Et dans cette situation-là, la voiture n'ira jamais trop vite. La voiture, dans cette situation-là, elle n'ira jamais... si elle est... En fait, dans cette situation-là, enfin précisément, la voiture aura anticipé la barrière. Elle aura anticipé la barrière, elle tombe pas du ciel. La barrière, elle est là, donc il aura ralenti et la voiture va s'approcher de la barrière et contourner la barrière à petite vitesse. Ça marche si, enfin pas que si, mais en tout cas si c'est une voiture sans pédale et sans volant, ça peut fonctionner. Mais si on est dans les voitures d'aujourd'hui, ça pourrait être
le conducteur qui a appuyé sur la pédale, par exemple, et qui a fait aller la voiture plus vite qu'elle aurait dû. Alors ça c'est vrai, mais dans ce cas-là on n'est plus sur de la conduite autonome, on est sur des aides à la conduite. C'est là c'est là où en fait, si c'est le conducteur qui conduit, c'est le conducteur qui est responsable. Et aujourd'hui on travaille sur des aides à la conduite qui permettent justement de réduire les mauvais comportements, les erreurs humaines, le freinage d'urgence. Il y a quelque chose qui est apparu il y a quelques années au Japon qui s'appelle le Miss Pedal Application. Donc le fait que les personnes japonaises, ils ont une population vieillissante, ils ont énormément de boîtes automatiques, il y a un certain nombre d'accidents où au feu rouge, les personnes âgées repartaient et écrasaient des gens qui étaient en train de traverser. Donc il y a un système avec des capteurs, notamment des capteurs ultrasons, ça marche aussi avec des caméras, qui empêchent, si on est à l'arrêt, qu'il y a quelque chose devant, qui empêche de redémarrer brutalement. Donc là on est vraiment dans de l'aide à la conduite, de la sécurité active, plutôt que de la conduite autonome. Mais ce qui retire pas la question, je trouve, dans le sens où, par exemple, on l'a vu avec la Xiaomi Sucette, qui a eu un accident, qui a pris feu, etc. Elle a tapé la barrière, donc c'était pas exactement ce scénario, mais limite ça pourrait l'être. Elle a pas vu la barrière pour X ou Y raison, on sait pas. Imaginons si on est quand même en aide à la conduite qui permet d'éviter les accidents, ou du moins de les amortir, il y a quand même quelqu'un chez le constructeur, ou chez Valeo, ou chez je sais pas qui va écrire l'algorithme et qui va dire est-ce qu'il vaut mieux se prendre le poteau pleine face ou est-ce qu'il faut dévier, non? Il y a pas de... Parce qu'il y a forcément un choix à faire entre, par exemple, on voit les Tesla, et il y a des vidéos assez impressionnantes sur Internet qui vont dans le bon sens, où il y a elles évitent les voitures qui arrivent de l'arrière, où donc il y a quand même une prise en considération de ces risques. Oui, mais effectivement, il y a et même sur des voitures grand public, Ford depuis plusieurs années, il y a des systèmes d'aide à l'évitement automatique. C'est-à-dire que dans certaines situations, la voiture est capable, maintenant c'est devenu quelque chose d'assez standard, qui est même promu par les organismes Euro NCAP, mais l'aide à l'évitement, c'est quelque chose qui arrive. Mais par contre, l'aide à l'évitement, la voiture prend la décision d'éviter quand elle est assez sûre que finalement, il n'y a pas d'autre voiture qui va en face. Okay. Les principes des aides à la conduite, dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire le moins de dégâts par rapport à ce que le conducteur est en train de faire. On nous dit dans le chat, j'utilise des propulseurs pour sauter au-dessus comme kit. Alors pourquoi pas, mais je ne pense que ça puisse marcher. Et il y a Lolilol qui nous dit ah mince, ils ont mis l'algo de l'aspirateur Xiaomi dans la sucette. Non, c'est une petite blague, évidemment. Je comprends pas ils avaient des problèmes avec les aspirateurs. Ah non, mais je pense que l'algo de l'aspirateur est moins puissant que l'algo que la Xiaomi Sucette, quoi. Alors, si on rentre dans le coin du canapé, il n'y a pas de drame. Alors, c'est dépend de ta maison, quoi. Alors, tu vois, est-ce qu'on a peut-être une deuxième mise en situation à montrer? Il me semble que tu as mis un. Ouais, alors après, je pense que ça va être à peu près pareil. La finalité est la même. C'est ça. À chaque fois, en fait, quand on présente ça, on a l'impression que c'est les cas qu'on va rencontrer au quotidien si on a une voiture autonome, alors qu'en pratique, les probabilités sont tellement faibles que je suis pas sûr que tu peux pas te poser. Ah oui, non, t'as raison. En fait, t'as beaucoup moins de chances d'arriver sur ce genre de situation dans une voiture, même pas autonome d'ailleurs, une voiture moderne avec les aides à la conduite, qui va détecter pour toi que le feu est rouge, qui va détecter qu'il y a des piétons, ça va biper dans tous les sens. Donc en effet, mais c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Et quand imaginons, il y a un accident avec une voiture. Imaginons, ça peut arriver. La voiture autonome fait de la merde. Clairement, elle pète un plomb. Il y a un accident. La voiture autonome, tu tues la personne. Comment ça se légalement parlant, qui est responsable? Est-ce qu'il y a déjà des règles qui sont établies aujourd'hui? Il y a un précédent, il y a eu Uber il y a quelques années aux US, un Uber autonome. Alors le cas Uber, c'était un cas très particulier parce qu'ils étaient en mode test avec un safety driver, un conducteur de sécurité, quelqu'un qui était censé superviser la voiture. C'était pas une opération sans conducteur. Il y avait quelqu'un qui était là pour superviser la voiture puisqu'ils étaient encore en phase de test et la personne faisait autre chose. Ouais, elle regardait son téléphone. Elle regardait son téléphone. Ouais. Voilà, donc là, finalement, la responsabilité incombe, même s'il y avait un certain nombre de limites au système d'Uber. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais in fine, le système n'était pas complètement autonome, il était supervision de quelqu'un. Oui, ça sera un petit peu comme si là, une Tesla aux US en FSD bêta aujourd'hui avait un accident. C'est full responsabilité au conducteur. Responsabilité au conducteur. Ouais. Par contre, un élément extrêmement important, c'est la boîte noire. Il y a une sorte sur les véhicules de niveau 3, là, il y a une sorte de boîte noire qui enregistre notamment, en particulier, est-ce que la voiture est en conduite autonome ou est-ce que le conducteur est en conduite manuelle. Et parce que vraiment l'enjeu, c'est d'enregistrer la limite de responsabilité. Et c'est la première chose que doit faire cette boîte noire, savoir si le système était en autonome ou si le système était en manuel.
manuel. Parce que c'est finalement pour définir qui conduisait à ce moment-là. Et c'est vraiment le Et ça peut être un petit peu pervers parce que, notamment dans les rapports de safety de Tesla, eux, ils mesurent. Et ils considèrent qu'en gros, des accidents en autopilot, il n'y en a quasiment jamais parce qu'à partir du moment où, dans les 5 secondes qui ont précédé l'impact, le conducteur a fait quelque chose, c'est que c'était un accident en conduite manuelle. Alors qu'on peut s'imaginer des réflexes de on met à tourner le volant, on se met à freiner, et tout ça consiste en théorie, c'est pas l'automatisme qui a fait une erreur, mais c'est le conducteur. Donc là où, si la ligne est assez sur la responsabilité, si on est encore dans une voiture d'aujourd'hui, donc avec des pédales et un volant, j'imagine que l'écrasante majorité des accidents, elle ira sur la responsabilité du conducteur. Parce que d'abord, le Tesla, ça reste du niveau 2. Ouais. Donc c'est la grande différence entre le niveau 2 et le niveau 3. Et en fait, il y a toute une phase de sphère de responsabilité avec des choses qui sont très, très bien définies. Comment est-ce qu'on reprend la main, comment est-ce qu'on rend la main entre le niveau 2 et le niveau 3. Justement, qu'on évite ces cas-là. Alors que entre le niveau 2 et le niveau 0, c'est beaucoup plus flou. Parce qu'en fait, il y a tout un continuum entre l'autopilot, le FSD, ou même sur des voitures entre l'ACC, le régulateur adaptif, et le LED sur autoroute. Il y a un continuum de fonctionnalités qui fait qu'on peut reprendre, overrider un peu. Vous avez déjà eu, les gars, en voiture, des problèmes avec, pas la conduite autonome, mais des aides à la conduite? C'est que les freinages fantômes, c'était quelque chose d'assez dérangeant. J'avais fait un Paris-Lyon avec le bon David Noguera, que je salue, en Tesla Model X, et on était sur autoroute, et t'avais des freinages fantômes qui étaient flippants. C'est des choses qui vous sont déjà arrivées, un peu, voilà, ça part là, je sens que j'ai plus le contrôle et que la voiture a fait n'importe quoi. Mais je crois que c'est pas toi, Bob, qui garde le pied au-dessus de l'accélérateur sur autoroute constamment. En fait, si, parce que t'es obligé, si t'es tout seul, ça te fait peur à toi. Si t'as des passagers, quand t'es à 130, il y a personne nulle part, et puis tu passes sous un pont, la voiture, elle se met à freiner, derrière, ça crie. Hein. Et c'est là où est la technologie. En fait, plus la fonction va être avancée, plus il faut des technologies robustes. Et parce que d'abord, on s'habitue énormément à la technologie, et donc on lui fait de plus en plus confiance. Donc la technologie doit être de plus robuste. C'est pour ça qu'on met, nous, aujourd'hui, du niveau 2+, 2+, si on parle doit être multicapteur, et qu'on a des caméras, des radars. Les Chinois mettent des lidars en dessous dès le niveau 2. C'est-à-dire que sur l'équivalent d'un FSD, ils ont 3 lidars. Et on ne parle même pas de niveau 3. Pour justement pallier ces problèmes de perception qui peuvent arriver. Et sur le niveau 3, c'est pour ça que le lidar, aujourd'hui, est un capteur qui est vraiment considéré comme indispensable. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un lidar, mais un lidar... C'est vrai, on pourrait... Le principe physique du lidar, c'est un laser qui balaye l'environnement et qui construit une cartographie en 3D. C'est un peu la même chose que ce qu'ont les géomètres, là, quand ils font les cartographies en 3D. Et en fait, ça donne une image extrêmement précise de l'environnement avec une estimation vraiment au millimètre de distance. Et donc, tout l'enjeu dans l'automobile, c'est d'en faire un produit qui n'est pas quelque chose qui est statique et posé sur son pied, mais qui est extrêmement compact, résistant pendant 10 ans, à des contraintes de température, de vibration. Et ça c'est l'enjeu. Hein. Et Mercedes arrive à bien l'intégrer dans le pare-choc en dessous. Alors j'imagine il est moins performant que si on le met sur le toit. Parce que tous les Chinois ils le mettent sur le toit. Ça c'est génial. Je vais te raconter une anecdote. Okay. En fait c'était vraiment les designers il y a quelques années ils détestaient les gens de la conduite. Les capteurs ultrasons, les radars, les lidars, ils nous détestent. Ça fait tâche quoi. Ça fait tâche. Mais alors les lidars affreux. Il n'était jamais question de mettre un lidar sur le toit. Puis les Chinois ont commencé à en mettre. Et les Chinois ils aiment bien montrer qu'il y a de la technologie. C'est pas du tout les mêmes types d'acheteurs entre les cultures sont totalement différentes. Les acheteurs européens et les acheteurs chinois, je crois qu'il y a 15 ans de moyenne d'âge en moins en Chine. C'est vraiment pas du tout le même état d'esprit. Et en Chine, tu peux même acheter un kit sur Alibaba d'un faux lidar que tu colles sur ton toit. Pour te dire. J'ai un lidar, mais c'est pas vraiment lidar. Mais ce tabou du lidar sur le toit a complètement sauté avec le design des Chinois. Pour essayer de donner un ordre de grandeur, c'est quoi la différence de coût entre une caméra et un lidar pour une voiture, par exemple, aujourd'hui? C'est important. Parce que est-ce que du coup, c'est pas aussi ça qui va freiner les autonomies de niveau 3 et supérieur, au moins dans un premier temps? Ça, c'est de fait beaucoup moins accessible. Non, alors, pourquoi non? C'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ça reste petit. C'est pas encore largement diffusé comme les caméras. Aujourd'hui, des voitures qui font
du L2+, en Chine, elles ont 12 caméras. C'est-à-dire que tu as un lidar, 12 caméras, donc tu veux, le prix pièce est plus élevé, mais quand tu considères le coût du système, c'est finalement pas si... l'écart est pas si grand. Et puis tu as un lidar que vers l'avant. Finalement, là où tu as besoin le plus de robustesse, c'est quand tu vas vers l'avant. Finalement, quand c'est là les cas les plus critiques, les flashs fantômes, la détection des petits objets. Un exemple extrêmement important, c'est le cas du qu'on appelle le lost cargo, donc le petit objet perdu sur la route. Aujourd'hui, notre lidar, il est capable de détecter un bout de pneu la nuit à 100 mètres pour que la voiture soit capable de l'éviter. Ouais, solide. On parle de ça. C'est vraiment un enjeu majeur. On peut s'attendre à des technologies encore plus poussées que le lidar à l'avenir. Il y a peut-être des projections, des projets en R&D qui sont en cours. Bien sûr. Là, on voit apparaître. Alors, c'est pas pour concurrencer le lidar, c'est pour concurrencer les caméras. Ce sont les caméras thermiques. Ouais. Quelqu'un le disait tout à l'heure dans les chats, caméra thermique sous-cotée. Exactement. On voit pas assez. Non, mais en fait, la caméra thermique, pourquoi ? Parce qu'on s'est concentré d'abord sur les cas d'usage faciles, qui sont les deux jours. La caméra thermique, elle a des gros avantages parce qu'elle voit à travers le brouillard, elle voit la nuit, elle détecte tout ce qui est corps chaud en fait. C'est des technologies qui sont en train d'arriver. Ça existait beaucoup d'années sur vraiment le premium allemand. Stellantis avec Peugeot et DS ont introduit la caméra thermique sur leur DS7, 508, 5008 il y a quelques années pour de l'affichage de nuit. En fait, tu avais sur ton afficheur central ou derrière ton volant l'image et tu voyais la nuit si tu avais un qui traversait la route, ça t'envoie une petite alerte. Donc ça a continué à se développer et en plus maintenant ça rentre dans les algorithmes du véhicule autonome et de la conduite automatisée pour améliorer les cas d'usage et performants. Et ça je l'ai testé dans la Porsche Taycan que j'avais empruntée. Reflex. Je l'avais vu dans la Peugeot, mais ça m'a bluffé. Alors je sais pas si c'était sûrement une nouvelle génération, la 508 était vieille, c'était la première où ils l'ont intégré je crois, et je me croyais dans un jeu vidéo type Counter-Strike, Battlefield. Enfin, tu vois, c'était vraiment, tu voyais tout le décor en pleine nuit. J'étais en mode, c'est très puissant. Et en plus de ça, là, ça c'est un chiffre qu'on a des assureurs allemands, mais 30% des accidents, des accidents matériels en Allemagne, en dehors des agglomérations, c'est dû à des collisions avec des animaux. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Donc c'est des technologies qui justement peuvent prévenir ce type d'accident. Tout à l'heure, on se disait aux États-Unis, voilà, la conduite autonome est déjà dans les rues, notamment en Californie, etc. Pourquoi on n'a pas ça en Europe ? Il y a des limites juridiques, des réglementations qui sont différentes d'un continent à un autre ? Non, aujourd'hui, alors oui, il y a des réglementations un peu différentes. Il y a des réglementations aux Nations Unies, il y a des déclinaisons locales. Aujourd'hui, tu as la capacité, si tu es un opérateur de sport, de faire du niveau 4. En Europe. En France. Il y a exactement, il y a l'ADS Act qui permet, dans des cas d'usage bien particuliers, c'est à l'opérateur de définir quel cas d'usage. Est-ce que c'est sur une voie dédiée ? Est-ce que c'est en open road ? Enfin, voilà, on le fait homologuer dans son cas d'usage. C'est limité à 1500 véhicules par opérateur, donc c'est encore un peu... Et ça suffit largement à déployer une flotte de robotaxis sur plusieurs villes. Donc la réglementation le permet en Europe, comme elle le permet ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on en a ? Parce que les investissements dans la technologie sont extrêmement... Il y a des acteurs majeurs, Waymo, Baidu, et ouais, il y a finalement peu d'acteurs qui ont... Enfin, on a vu que Cruise avait lâché l'éponge, Uber, il y a quelques années, en propre, a lâché l'éponge. Donc ce sont des investissements extrêmement importants, et aujourd'hui, ils se sont concentrés aux États-Unis et en Chine. Aux États-Unis, d'ailleurs, ils ont commencé par la Phoenix, puis la Californie, sur des endroits qui étaient plutôt faciles. Même en Chine, Wuhan, qui a été un peu la ville test pour les véhicules autonomes. Des endroits faciles, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il fait pas trop moche. Il fait beau en Californie, à San Francisco, il fait beau quand même une grande partie de l'année. Le trafic, Phoenix, le trafic était quand même assez calme. C'était des zones relativement. Et en fait, ça leur a permis d'apprendre dans ces zones-là. Et petit, on voit la stratégie. C'est de remonter du quart sud-ouest des États-Unis et puis de remonter vers le quart nord-est progressivement. C'est ça la stratégie de Waymo quand on regarde. Avec des routes moins droites, de la neige l'hiver, de la pluie. Oui, parce que c'est vrai qu'en quelques années à Phoenix, peut-être qu'ils n'auront jamais rencontré une goutte de neige ni un rond-point. Si là, il suffit de 2 heures à Paris pour qu'elles soient folles, les voitures. Voilà. Mais par contre, quand même pour remettre un petit bémol, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver en France. En France, on avait des navettistes comme Navia, par exemple. Mais on voit que là,
là, il y a des Chinois qui arrivent, là, que ce soit dans le sud de la France, il y avait Roland-Garros l'année dernière où Renault et WeRide avaient fait une expérimentation. WeRide, c'est maintenant, elle a implémenté dans une ville dans le sud de la France sur un vrai service commercial et pas juste sur une petite expérimentation comme à Roland-Garros. Là, il y a Pony AI, donc un autre Chinois, qui a annoncé qu'il a, la semaine dernière, au Luxembourg, ils avaient les autorisations pour exploiter une navette autonome au Luxembourg. Donc c'est en train d'arriver, la technologie est en train d'arriver et ça va arriver aussi en Europe. Toi, Vincent, t'étais allé en Chine et t'avais testé de la conduite autonome et t'avais été bluffé parce que le trafic automobile en Chine, c'est l'Asie. J'étais au Vietnam, c'est complètement zinzin. Bon, c'est 90% de scooters, ça va partout. C'est un code de la route un peu différent. Ouais. Toi, c'était un peu pareil en Chine. Et toi, ça t'avait bluffé quand même. Ah ouais, alors oui, pour plusieurs raisons. C'est que je connais très bien le FSD aux États-Unis, je connais très bien les aides à la conduite en Europe et la culture aux États-Unis. Alors déjà aux États-Unis, on laisse 100 mètres entre chaque voiture, alors qu'en Europe, ils ont l'impression qu'on colle. Alors que quand tu vas en Chine, en fait, tu comprends ce que c'est que de coller une voiture. C'est vraiment littéralement, ils se collent. Et on a testé alors un niveau 2 chez Huawei avec la Haito et la Stellato. Et donc il nous a fait faire un tour de quartier, mais suffisamment long pour que je me rende compte de la folie que c'était au passage piéton. Donc il y a des gens qui traversent des vélos, des piétons, des scooters, et ça n'en finit pas. Et la voiture, elle a un comportement très très humain, c'est qu'elle rampe et donc elle ne s'arrête pas comme le ferait une Tesla ou même une Mercedes sûrement en niveau 3 ou autre, avec le respect des cultures locales ici en Europe et aux États-Unis. Là-bas, elle rampe parce qu'elle sait que si elle s'arrête, elle va laisser passer 1500 personnes, elle va s'arrêter pendant 10 minutes et puis elle partira jamais. Et du coup, elle limitait vraiment le comportement humain, et moi c'est ça qui m'a bluffé. C'est un peu agressif mais à la chinoise, et c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment leur manière de conduire, et elle y allait petit à petit jusqu'à un moment il y avait la place pour passer, les piétons se sont arrêtés quelques secondes et ça m'a fasciné. C'est dingue ça quand même. Ouais, franchement. Est-ce qu'on peut, on s'imagine un futur court terme ou moyen terme où tous les véhicules sont 100% autonomes? Est-ce que dans 100 ans, 150 ans, si on se projette un peu, on va encore conduire ou pas dans 150 ans, sans doute, ça sera très différent. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que les aides à la conduite, il y a une démocratisation extrêmement importante. Des choses comme le régulateur adaptatif, il y a 10 ans, c'était confidentiel. Maintenant, même une 208 ou une Clio a un régulateur adaptatif. Ça va vite. Qui fonctionne bien. Donc oui, il y aura de plus en plus d'aides à la conduite. Il y aura des niveaux d'autonomie de plus en plus importants, que ce soit sur les véhicules particuliers ou sur les robots taxis ou sur les navettes autonomes. Et ça va rentrer petit dans notre quotidien. Un autre exemple qui est vachement marrant, c'est aux États-Unis, le samedi matin, il y a des nuées d'enfants qui prennent des Uber pour aller à leurs activités. Enfin, des Waymo. Des Waymo, des Waymo pour aller à leur activité. Donc ça montre le niveau d'acceptation de cette technologie, à quel point ça va vite. C'est-à-dire que des gens sont prêts à mettre leurs enfants dans des robots taxis sans personne pour les emmener aux différentes activités. Et en fait, il y a 5 ans, c'était encore inconcevable. Aujourd'hui, les gens ont complètement intégré. Je sais pas si c'est vrai cette vidéo que j'ai vue, si la personne était cachée ou pas dans le Waymo, mais t'avais un chien qui était assis et qui se faisait transporter par le Waymo. Alors peut-être que la personne était cachée comme ça, mais du coup la vidéo était hilarante parce que tu vois une voiture avec personne dedans et t'avais un chien derrière qui se faisait transporter. Tu vois, c'est le futur. Tu peux le faire avec un Uber normal aussi. Hein. Alors ouais, mais là il n'y a pas de conducteur quoi. C'est Nicolas Lelouch numéro 1. Au moins il ne mord pas le conducteur. Ouais, ça c'est sûr. Ça me fait penser, Grégoire, ce que tu disais. Je pense qu'en fait on ira, à mon avis, très vite pour les véhicules particuliers vers peut-être 99% d'autonomie, comme pour les livraisons où on parle du dernier kilomètre ou du last mile, et où en fait tu auras sur ton trajet typique quelques centaines de mètres peut-être où il faudra que tu prennes la main parce que soit c'est plus confortable, soit c'est plus rapide, soit le véhicule autonome il sait pas faire. Mais typiquement sur des grands trajets autoroutiers, ça fait déjà des années où pas grand chose à faire. Bah toi je pense que sur 200 000 km, t'as au moins la moitié facile qui doit être en autopilote. Le truc c'est si tu fais tout à l'heure tu parlais de Paris-Marseille, là tu t'en vas tout à l'heure, tu vas à Marseille, donc tu quittes pas l'autoroute, qu'est-ce que tu vas faire au volant de ta voiture? Dès qu'elle a maintien dans les lignes plus régulateur adaptatif, ce combo là fait que en fait tu vas rouler jusqu'à arriver sur l'autoroute et quand tu vas en sortir. Donc et c'est exactement l'approche qui a été prise par la réglementation, de faire le niveau 3 d'abord sur l'autoroute parce que c'est des cas d'usage, c'est ça qui va se passer, et ça demande moins de technologie, c'est facile et ça permet de rendre la situation plus... Entre une voiture qui te traverse place de l'Étoile et toi tu peux dormir derrière, ou une où
où tu fais 50 km d'autoroute entre deux stations, il n'y a probablement pas besoin non plus de la même suite de capteurs. Exactement. Merci beaucoup. Oui, non, vas-y. Non, mais après, tout l'enjeu, c'est que tous ces niveaux 2+, le FSD et autres, les gens, ils ont envie de faire autre chose. Et donc, en fait, quand le niveau 3 va arriver, les gens vont vouloir basculer vraiment sur du niveau 3 le plus possible, parce que finalement, ils en font de moins en moins en conduite, en aide à la conduite, et qu'il y a une vraie appétence pour basculer sur du niveau 3. Ils se rendront compte qu'ils ont perdu des années de vie à conduire derrière le volant, alors que là, ils peuvent être tranquilles à travailler, lire, jouer, dormir. Ça me rassure, je me dis, je vais pas pouvoir, enfin, je vais pas besoin de reprendre des cours de conduite dans les prochaines années si on en arrive à ce stade-là. Peut-être que... Sois patient. C'est ça. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. Merci. Le chat kiffé. J'ai vu pas mal passer de messages en mode superbe intervention. C'était très clair et tout. C'est un sujet dont on parle quand même beaucoup sur Survolté, autant que l'électrique. C'est un sujet qui intéresse les gens en tout cas, et c'est ce vers quoi on va aller. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais tant qu'on n'a pas testé ce type de technologie vraiment pour soi, le régulateur, le maintien dans la voie, on est en mode non, mais tu sais, moi j'aime bien conduire et puis je fais pas trop confiance. Tu le testes une fois, t'es là en mode ok, en fait, je veux que des voitures qui ont ça désormais, parce que sur autoroute, tu te fais pas kiffer. Il y a pas plus le plaisir de conduire possible. Ah bah non. C'est comme la boîte auto. Plus personne revient en arrière. La boîte auto, moi j'aimais beaucoup conduire, mais une fois que t'as la boîte auto, mon frère a découvert la boîte auto et il me dit c'est trop bien, je peux plus revenir en arrière. Et il faut tester pour comme les vélos électriques quoi, faut tester pour adopter un mec qui fait sa pub et tout. Et c'est comme les ABS ou les ESP il y a quelques années, tout le monde, les premiers ABS qui n'étaient pas forcément super performants. Les gens disaient je préfère freiner moi-même. C'est pas mieux. À part il y avait peut-être à l'époque peut-être Alain Prost et Ayrton Senna qui savaient freiner mieux qu'un ABS. Maintenant plus personne s'en rend compte et on ne peut même plus déconnecter un certain nombre de choses. Philippe qui nous dit super intéressant, un invité vraiment compétent, ça fait plaisir. À croire que les autres invités avant n'étaient pas compétents. Tulip, je sais pas trop comment prendre ton message, mais ça fait plaisir.